Le journal. Mesdames, Messieurs, les titres. Les installations anarchiques des câbles électriques. Le phénomène est-il insoluble? La question est sur les lèvres des populations au regard de l'ampleur de la situation. Dans plusieurs zones de la capitale gabonaise, nous irons au cœur du quartier Montalier, dans le 6e arrondissement. La surexploitation des mangroves par les populations. Le sujet préoccupe les ONG spécialisées dans la lutte contre la protection de l'environnement, qui tirent d'ailleurs une sonnette d'alarme. Enfin, le ministre en charge des transports sur le terrain pour s'imprégner du fonctionnement des centres de contrôle technique automobile de Libreville, visite qui fait suite à la qualité approximative des visites techniques en partie responsables du nombre croissant des accidents de la circulation au Gabon. Je suis Achille Mwanda Moussouti, bienvenue à tous. Les autorités en charge de la gestion d'énergie manqueraient-elles à s'y méprendre d'un véritable plan d'investissement à même de répondre aux exigences démographiques et modernes d'une ville? Il y a dans Libreville la sempiternelle question des installations anarchiques des câbles électriques. Une situation qui constitue un danger permanent pour les usagers de plusieurs zones, à l'image du quartier Montalier, en Zayon dans le 6e arrondissement, où les fils de courant traînent au sol, aux endroits servant de passage aux piétons, ou même sur les nappes d'eau, avec les risques d'électrocution. Le constat est signé Edgar Kaba. 6e arrondissement de la commune de Libreville. Essayons de regagner Montalier pour parcourir le long d'une route boueuse qui s'offre à nous. Plusieurs habitations de part et d'autre de cette voie déjà en mauvais état. À côté de ce problème, le danger lié aux installations électriques anarchiques sur l'ensemble de la zone. Des câbles qui traversent la route, des câbles imbriqués les uns les autres et posés sur des petits bois de fortune, prêts à tomber à tout moment et placés à basse hauteur. Et pour finir, un des riverains rencontrés sur place nous relate ce fait accablant. Il n'est pas normal, un pays sérieux, un pays qui a les cours d'eau, un pays qui a une grande société d'énergie comme la SCG, et que nous vivons ce genre d'installation anarchique. Si quelqu'un a un court-circuit chez lui, il ne sait même pas où est situé son câble. C'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas nos dirigeants qui passent par ici? C'est de l'insécurité totale. Je vous dis, en ce moment, il y a des câbles qui traînent même le sol. Il y a des enfants qui marchent là-dessus. Qu'est-ce que la SCG en fait? Vous attendez que quelqu'un meure pour dire, voilà, la SCG courait? Il y a un problème dans notre pays. Il faut attendre un grand accident sur la route pour aller fermer le trou. Donc, il faut attendre que les enfants s'interloquent par l'électricité pour venir prendre une décision fiable. Il y a un problème. Selon d'autres usagers et habitants de cet espace géographique de Nzingayon-Montalier, il s'agit là des travaux approximatifs qui devraient interpeller les pouvoirs publics au plus vite. Edgar Kaba. Une étude menée il y a quelques années par la Consulec, la Confédération gabonaise pour la sécurité des usagers de l'électricité, avait révélé que les installations électriques anarchiques occasionnent 35 à 45 incendies par mois à travers le pays. Autre sujet qui attire l'attention de la rédaction, c'est la surexploitation de la mangrove par les communautés vivant au Gabon. Les ONG spécialisées dans la lutte contre la protection de l'environnement s'inquiètent de l'ampleur de ce phénomène. C'est pourquoi elles tirent une sonnette d'alarme. Lise Obonangoro. Élément essentiel dans la protection de la nature et la reproduction de certaines espèces à la fois animalières et halieutiques, la mangrove fait aujourd'hui l'objet d'une exploitation abusive par les communautés vivant dans 3 provinces où elle se développe. Annie Médic, responsable du programme à l'ONG Keva Initiative. Beaucoup de personnes sont à la recherche de terrain. Du coup, elles détruisent la mangrove pour s'y installer. Du côté de Port-Gentil, la mangrove est impactée par les déversements dus à l'exploitation pétrolière. Les gens utilisent les mangroves pour pêcher. En attendant la mise en place d'un arsenal juridique qui protégerait cet écosystème riche en biodiversité, l'ONG Keva Initiative a mis en place avec les partenaires techniques une charte de bonne conduite. Sur la base d'un projet, le projet Cardimas, qui visait à cartographier les mangroves du Gabon entre 2000 et 2016 et de montrer les changements entre ces 2 intervalles de date, nous avons mis en place une charte pour la protection des mangroves. Cette charte a été élaborée avec la participation de toutes les parties prenantes. Nous avons consulté les communautés dans tout le Gabon, nous avons consulté l'administration, nous avons consulté les entreprises privées et aussi les partenaires techniques, les ONG locales. Et sur la base de leurs idées, nous avons produit cette charte. Le 29 juin 2018, cette charte a été validée par tous et signée. Elle n'a aucune force juridique, ce n'est qu'un code de bonne conduite. Sur la base de cette charte,
nous voulons mener des plaidoyers en collaboration avec l'administration, en collaboration avec les autres ONG pour pouvoir aller vers le législateur afin que cet écosystème soit pris en compte dans l'arsenal juridique. La balle est donc dans le camp du législateur pour garantir la protection de cette barrière naturelle contre les érosions côtières. Signalons que les mangroves constituent des zones de reproduction pour environ 80% d'espèces de poissons. La communauté internationale vient de célébrer la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse autour du thème 2020, aliments, fourrage, fibres. L'événement vise à sensibiliser les individus sur la manière de réduire leur empreinte écologique. Issa Steve Mefan. Il est important de souligner que les déserts ne sont pas uniquement des lieux où l'on trouve des dunes de sable. L'Antarctique ou le pôle Nord sont des espaces désertiques. L'homme n'est pas responsable à l'origine des déserts mais y contribue. Chaque année, ce sont des milliers d'hectares de sols fertiles qui disparaissent. Les impacts les plus visibles se situent au niveau de l'environnement car la désertification rend les terrains inondables, entraînant la salinisation des sols et la détérioration de la qualité de l'eau. L'impact est aussi économique. Au niveau planétaire, le manque à gagner selon la Banque mondiale s'élève à 42 milliards de dollars pour les régions touchées par la désertification. La dégradation des sols entraîne la pauvreté et la migration de masse à cause des famines qu'elle génère. 60 millions de personnes se déplacent de zones désertifiées de l'Afrique subsaharienne pour le Maghreb et l'Europe depuis 1997. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification préconise des solutions locales pour faire bouger les lignes. Parmi elles, nous pouvons relever la régénération des sols et sa fertilisation grâce au compost et sa matière organique. Le reboisement est aussi une solution. Les arbres permettent de fixer les sols, renforcer la fertilité et absorber l'eau lors des fortes précipitations. La technique ancestrale des terres labourables constitue également une alternative intéressante. Merci Issa. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies appelle à lutter contre la désertification, car selon Antonio Guterres, 24 milliards de tonnes de sols fertiles se perdent dans le monde chaque année. Il invite les différents acteurs à inverser la tendance en protégeant la terre, en la restaurant et en faire un meilleur usage pour réduire la migration forcée. Ceci pour améliorer la sécurité alimentaire et stimuler la croissance économique pour faire face à l'urgence climatique mondiale. Toutefois, une prise de conscience est impérative afin de lutter contre la désertification dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable, conclut le secrétaire général de l'ONU. Intéressons-nous cette fois à un jeune compatriote exerçant une double activité, charbonnier et gardien dans une société. Il a été approché par notre reporter Claudette Théoré dans le 2e arrondissement de Ntoum. Découvrons-le. Arnaud Boulingi Mabika, la trentaine d'années révolue, natif de Douaoussou, à 25 km de Moabi dans la province de la Nyanga, est installé à Issassa depuis sa tendre enfance. Aujourd'hui fiancé et père de famille, Arnaud fait du travail une valeur cardinale. Gardien dans une société locale, il gère également les travailleurs du charbon d'Issassa. Comment concilie-t-il les deux charges aussi prenantes? Il répond. Avant que je ne sois SOMIVAP, j'étais producteur du charbon. Et lorsqu'on avait décidé de constituer l'association, je ne sais pas, je peux dire, ceux qui étaient autour de moi voyaient en moi un potentiel, s'il faut dire ça comme ça. Et c'est par là où ils décident que moi, je sois leur représentant. Donc en un mot, le président de l'association des charbonniers. Étant boy chauffeur, s'il faut dire comme ça, et par là, on m'a placé comme gardien au niveau du portail de SOMIVAP. J'essaye de m'organiser de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impact au niveau des charbonniers, mais aussi qu'il n'y ait pas d'impact au niveau de la société SOMIVAP. Si les jeunes Gabonais sont souvent réputés fainéants, Arnaud prouve le contraire et envoie un message clair à ses compatriotes. Dieu nous a donné 2 pieds, 2 mains. Et il a dit tout simplement, aide-toi et le ciel t'aidera. Et l'homme mangera à la sueur de son front.
Le message, il est simple. Il faut qu'on travaille dur. Même si tu travailles dur, mais il faut faire des économies. Il ne faut pas vivre du jour au lendemain. Il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai 10 ans, demain j'aurai 20 ans. Mais après les 20 ans, qu'est-ce que tu deviens? 40 ans, 50 ans. Est-ce que tu serais celui-là qui a vécu du jour au lendemain et ne rien avoir? En somme, réussir dignement sa vie n'a aucun autre secret. Le travail, la responsabilité et le sens de l'organisation suffisent. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Le ministre en charge des Transports, Léon Armel Bounda Balondi, et son délégué Françoise Asengon-Obama sur le terrain. Ils viennent de s'imprégner du fonctionnement des centres de contrôle technique automobile de Libreville, des établissements en charge de la délivrance des visites techniques des véhicules et de pose de plaques d'immatriculation. Remoussavou de Santa Fe rapporte. Ce sont les centres techniques de Nzengayong, la Sorbonne et Olomie que les membres du gouvernement ont visités en présence du directeur général des transports terrestres. Sur les sites de contrôle technique, les responsables ont décrit au ministre le processus pour l'obtention d'une visite technique et la pose d'une plaque d'immatriculation. Quand le client arrive, il va à la réception. Après, il paye à la caisse sa plaque ou les deux plaques. Et la facture va à la salle de plaque. Ils vont fabriquer, ils vont tout faire. Après, ils vont pour la plaquer. J'ai expliqué à monsieur le ministre comment s'effectuer un contrôle technique. Donc il y a 3 étapes. Une première étape administrative. On donne les documents, carte grise et les frais afférents aux prestations. Ensuite, il y a un contrôle automatisé du système d'amortissement, du système de freinage et du parallélisme qui est fait sur les machines de contrôle technique. Ensuite, la dernière étape, c'est un contrôle visuel par un mécanicien expérimenté avec du matériel évidemment, qui va détecter ce que la machine ne peut pas voir. Toutes ces données sont compilées dans l'ordinateur qui après lui donne un résultat. Si le véhicule est admis au contrôle technique, le macaron de visite technique sort avec un rapport. Sur le rapport peut être mentionné des défauts qui ne sont pas rédhibitoires, mais on conseille à la personne de réparer ces défauts avant de venir à la prochaine visite technique afin de ne pas avoir de panne lors du renouvellement de son macaron. Cette descente de terrain s'inscrit dans le cadre de la prévention contre les accidents de la circulation. Léon Armel Bounda Balondi, ministre des Transports. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, tient à la vie de chaque Gabonais. Donc il est pour nous question de vérifier les conditions dans lesquelles sont délivrés ces documents importants. Parce qu'il s'agit de prévenir les accidents de la route. Une visite technique mal délivrée peut occasionner des désagréments et même des morts d'hommes, ce que nous redoutons. C'est pourquoi nous sommes passés voir ce qui se fait à l'effet de renforcer la législation, de nous assurer de ce que les documents délivrés le sont dans les normes requises. Le ministre des Transports appelle les responsables des centres qui ne répondent pas aux normes en vigueur en matière de contrôle technique à une amélioration pour le bien-être des usagers de la route au Gabon. Remoussavou de Santa Fe. Malgré l'appel du gouvernement au ressaisissement face à la pandémie du coronavirus, dont le nombre de cas positifs dépasse les 4000, on observe un relâchement généralisé des gestes barrières par les populations à l'image d'un déconfinement. Ahmed Ryan Zengi pour le constat. C'est en mars 2020 que le Gabon mettait en place un mécanisme de riposte contre la pandémie de Covid-19, traduit par la création d'un comité national de pilotage, de veille et de riposte contre le coronavirus. Plus de 3 mois après cette réaction des autorités gabonaises, alors considérée salutaire, le pays peine à entrevoir le bout du tunnel dans cette lutte contre cette épidémie, avec désormais au tableau des chiffres dépassant les 4000 cas positifs à la Covid-19. Au regard de l'évolution exponentielle du nombre de cas positifs, couplé par un relâchement observé des populations quant au respect des mesures édictées, la stratégie nationale de lutte portée par le COPIL semble être mise à mal, à telle enseigne que récemment plus que jamais, les appels au déconfinement se multiplient dans les rues de la capitale gabonaise.
Sinon, qu'est-ce qui pourrait justifier une absence des mesures de distanciation sociale dans certains quartiers et marchés du Grand Libreville? Des transporteurs en commun outrepassant le nombre de passagers indiqués, causant même parfois des attroupements inutiles aux arrêts de bus, autant de manquements qui se greffent à l'inconscience et l'incivisme de ceux qui pensent que la Covid-19 est une utopie. Et pourtant, ce virus ne cesse d'endeuiller de nombreuses familles gabonaises. Penser au déconfinement pour sauver notre économie, c'est bien, mais le faire en adaptant nos habitudes à la nouvelle donne qu'impose le coronavirus avec lequel nous devons désormais apprendre à vivre, c'est encore mieux. Des appels au déconfinement des populations qui pourraient également se justifier par une forme de lassitude qui s'est installée 3 mois après le début de cette pandémie. D'autant plus que certains pays du continent ont bon gré mal gré amorcé cette phase de manière progressive. Arborer des bavettes et adopter des gestes barrières doivent désormais être des bons réflexes dans cette lutte continuelle contre le coronavirus. Allons dans la province du Wellington où vient de débuter la deuxième phase de recensement des agents publics. Une opération qui connaît peu d'engouement à l'entame à OIM d'où nous appelle Yolande Nsamamba. Elle se déroule dans le respect scrupuleux des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19. Cette deuxième phase concerne les agents qui ne se sont pas fait recenser à la première. Toutefois, depuis son lancement dans le septentrion et malgré les communiqués diffusés sur les ondes de Radio Gabon Wellington, le directeur provincial des ressources humaines déplore le non-engouement des concernés. Grégoire Mafumbi. La phase a commencé, maintenant elle se poursuit, mais sauf que pas beaucoup des agents. Jusque-là, nous n'avons pas encore pris plus de 100 personnes, alors qu'il y a au moins 200 personnes qui font recenser. Bon, ce que je sais, c'est que lors de la première phase, il y a au moins 150 personnes qui ne sont pas fait recenser. Ça veut dire que qui avaient bien rempli les fiches, qui ont bien fait signer les fiches, mais le jour J, ces personnes-là ne sont pas présentées. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu prendre leurs empreintes et leurs photos. Ajouté à cela, il y a tous les enseignants qu'on avait envoyés, qu'on avait affectés nouvellement, qui n'avaient que les identifiants. Donc ceux-là, on ne les avait pas recensés. Maintenant, le directeur général, cette fois-ci, a demandé à ce qu'on recense même ceux qui ont les identifiants. Donc, c'est-à-dire tout ce qui émarge dans le budget de l'État. Malheureusement, avec le Covid, il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas sur place. Certains sont à Libreville, d'autres dans les villages. Bon, mais moi, j'ai fait un effort de faire les communiqués. Puis, bientôt, je crois 2 semaines, le communiqué passe. Et dans le forum de l'administration du Wellington, j'ai fait aussi des messages pour que les gens viennent prendre les fiches, les faire signer et venir se faire recenser. Cette opération de régularisation des situations administratives des agents de l'État prendra fin vendredi. Occasion pour Grégoire Mafumbi de rappeler aux uns aux autres qu'au terme de cette seconde et ultime phase, il n'y aura plus de recensement de rattrapage. Oyam pour Radio Gabon, la référence Yolande Ntsamba. Restons dans le septentrion pour parler du kidnapping de Rinaldi au village Abeba à Bitam. Plusieurs mois après sa disparition, l'oncle du jeune disparu, présenté comme principal suspect, clame toujours son innocence. L'affaire devenue complexe a été retirée au procureur de la République de Yem au profit du juge d'instruction qui devra poursuivre l'enquête. Aux dernières nouvelles, la police vient d'arrêter les personnes soupçonnées. Firmin, elle est bien mesurée. 4 hommes et une femme, c'est la moisson des enquêteurs de l'antenne de police judiciaire du Bitam pour démanteler les auteurs de l'enlèvement du petit Rinaldi à Baraoua, survenu les 12 et 14 janvier dernier au village Abeba. Il a fallu 6 mois pour que la stratégie d'investigation sous l'instruction du parquet de la République aboutisse à ce qui s'apparente au loin à un conte de fées. À 20 heures comme ça, mon mari avait l'enfant, Léus était là, ils étaient à 2. Un beau enfant, il était comme un blanc. C'est mon mari là, il tenait l'enfant. Et Léus était accompagné de lui. Après cela, ça n'a même pas duré, une double cabine est venue blanche, ça s'est garé. Le monsieur est descendu, il était un peu costaud. J'étais placé à la porte de la cuisine, le monsieur. Quand il est descendu comme ça là, il a commencé à faire les jeux de phare comme ça là. Après cela, ils sont montés dans la voiture avec l'enfant. Acculé par sa concubine, Laurent Asekoela et Lionel Obam Ngima révèlent la monnaie d'échange, un fusil de chasse, un canard, 500 000 pour l'un, 1 million de francs CFA pour l'autre, les biscuits pour appâter l'enfant enlevé avant d'être menacé de mort en cas de révélation. C'est un gars d'Abel, il jouait avec les enfants un bon bout de temps, il est rentré derrière. Il était avec un monsieur comment? Il était costaud comme ça, et la grande taille. Et la femme l'était toujours? Non. La femme n'était plus? Oui, un bon bout de temps. C'est là où j'ai demandé à Lionel, est-ce qu'il y a la route derrière? C'est là où Lionel m'a dit non. Le village continue toujours derrière, mais il y a des routes. Depuis que le grand est rentré derrière là, il cherche quoi derrière là-bas? Comme c'est pas mon village, je ne connais même pas le coin de le village. C'est là où j'ai dit à Lionel, bon, tu vas m'accompagner au village. Je dois aller me préparer. Je vais retourner au travail. Je suis rentré au village avec Lionel. C'est là où Léus, il m'appelle au téléphone. Il me dit non, petit, tout ce que tu as vu, si tu parles, je vais te tuer.
si tu parles, tu vas me tuer. J'ai vu quoi. Donc, là où le gars jouait avec les enfants là, il a fait quelque chose. Pour matérialiser les faits, Parfait Messi, sujet expatrié, cité dans le dossier, reconnaît avoir vu embarquer le petit Rinaldi. C'est lui qui a pris l'enfant. En prenant cet enfant, il a bien déclaré que c'était l'enfant qu'il avait fait au Cameroun avec une Camerounaise. Et comme en ce temps-là, c'était les congés de fin d'année, il a profité de l'occasion pour prendre l'enfant et venir fêter avec lui. L'enquête se poursuit en instruction et attendons la réaction du procureur de la République pour statuer définitivement sur ce dossier. Affaire à suivre. En ligne, débutant pour Radio Gabon, la référence firme et les bienvenus. Un mot de culture, l'artiste graphiste gabonais de 27 ans, Koray King Ibrahim, spécialisé dans l'art graphique en noir et blanc, a présenté récemment sa vision de l'Afrique, ses traditions, son environnement et ses mystères à travers un événement intitulé Le Mois des Masques. Ahmad Beni Evaka a rencontré l'artiste. Il nous embarque à la découverte d'une exposition virtuelle des masques du Gabon. S'adapter à l'heure du digital devient un impératif pour la jeunesse africaine, une jeunesse dont fait partie Ibrahim, dit Koray King. Depuis 3 ans, cet artiste graphiste illustrateur gabonais mise sur le numérique pour exposer ses œuvres d'art aux yeux du monde. Ne pas accepter que le numérique réorganise la société, c'est foutre son message parce que le numérique atteint des coins très éloignés que le traditionnel dont le type de dessin que je fais ne pourra pas atteindre. C'est d'abord destiné à l'exposition pour l'histoire ludique que nous différents panélistes, artistes ont décidé de raconter à travers ces œuvres. Et puis à côté, sachant que nous sommes des artistes, on a besoin de vendre toutes ces œuvres, ces tableaux. Cette exposition virtuelle, baptisée Le Mois des Masques, réunit chaque année des artistes peintres et digitalistes influenceurs du continent. Objectif, présenter la vision de l'Afrique en mettant en avant son patrimoine. Il fallait exposer tout l'univers qui gravite autour de nos rites et traditions, dont tels que les torches indigènes, les instruments de musique. Chaque jour un thème et chaque thème avait une histoire. C'est l'histoire-là qu'on comptait à travers le mois en question. Originaire de Bitam, dans la province du Wollontem, Koray King se découvre très tôt. Il remporte son premier concours sur la protection des eaux organisé par la SEG en 2005. 4 ans plus tard, destination le Cameroun pour suivre une formation à l'école des Beaux-Arts jusqu'en 2012 avant de revenir au Gabon pour décrocher le premier prix du concours en ligne Balafun Art. À l'échelle mondiale, Koray King occupe la seconde place à un concours organisé par Microsoft avec son projet Art Pizzas avant de remporter la même année le prix spécial du SMIG lors du salon Made in Gabon. Le graphiste a également réalisé l'illustration de la couverture du Pratique du Gabon en 2017. L'actualité à l'étranger, d'abord la Tanzanie. Le président de ce pays vient de déclarer sa candidature pour la présidentielle d'octobre prochain. John Magufuli vient briguer un second mandat. L'homme a dissous il y a 48 heures le Parlement conformément à la Constitution et rassuré la classe politique sur la tenue d'un scrutin transparent, crédible et apaisé après les dénonciations de l'opposition. Enfin, le Malawi où des centaines d'avocats et d'étudiants en droit soutenus par des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Lilongwe pour dénoncer des pressions du pouvoir exécutif sur la justice avant la présidentielle du 23 juin prochain. Un scrutin organisé après l'annulation en mai 2019 de la réélection du président Mutharika qui affrontera Lazarou Chakwera et le chef d'une formation politique minoritaire, Peter Kawini. Le sport, c'est avec vous, Frédéric Nancy Pagnan, Mbolo Samba. Mbolo Samba Achille. Cet international gabonais avait disparu des radars. Lui, c'est Merlin Tandjigora. Le milieu de terrain a relancé sa carrière à Villarreal, au Portugal, après une période difficile. Oui, grâce à ce club portugais de 3e division, Merlin Tandjigora a repris la compétition, victime d'une rupture des ligaments en 2017. Cette blessure va le tenir éloigné des terrains durant 2 ans. Hervé Davimagena revient sur cette période sombre du milieu de terrain gabonais. Après sa blessure au genou lors du match Maroc-Gabon, Merlin Kumba Abdoulaye Tandjigora
a dû faire face à cette période sombre. L'international gabonais était à 2 doigts de prendre sa retraite internationale. J'étais arrivé à un niveau où même regarder les matchs à la télé devenait difficile pour moi. Mais j'ai accepté, j'ai travaillé, j'ai souffert. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui restera gravé dans mon cœur, dans ma mémoire. J'étais pas loin de la dépression parce que je suis passé par plusieurs émotions, que ce soit physiquement ou mentalement. Grâce à son moral d'acier, Tanjingora a bataillé très dur pour se faire une place à Villarreal, club portugais de 3e division. Je remercie du fond du cœur la direction technique et toute la population de Villarreal de m'avoir accueilli dans le club, de m'avoir permis de retrouver le terrain. Villarreal, c'était un tremplin pour moi. Après un an passé dans ce club, le contrat du milieu de terrain récupérateur des Panthères est arrivé à terme. Ce sera très difficile au club de me garder dans l'effectif pour la saison à venir. Car le peu de temps que j'ai passé là-bas, j'ai suscité l'intérêt pour beaucoup d'autres clubs qui sont un peu plus au-dessus qu'eux. J'attends que les choses bougent afin de savoir où je poserai mes valises pour la saison prochaine. L'ancien pensionnaire de l'école de football de Port-Gentil ne ferme pas la porte à l'équipe nationale. Le comportement négatif des hommes ne doit pas influencer sur l'amour qu'on a pour notre patrie. On n'a qu'un seul pays et le mien c'est le Gabon. Si mon pays a besoin de moi, je répondrai oui à mon pays. Merlin Tanjingora est international gabonais depuis 2011. Il a à son actif 40 sélections. On parle d'autres internationaux gabonais, Nancy. La note est plus gaie pour l'attaquant Jim Alevina, de l'inquiétude pour ceux en quête d'un club. Oui, déniché par Daniel Cousin, Jim Alevina a séduit le public gabonais de ses premiers pas avec les Panthères en 2019. Artisan de la belle saison de Clermont Foot, c'est un club de Ligue 2 français. Jim Alevina ne cesse de progresser. L'ancien sélectionneur des Panthères du Gabon, Daniel Cousin, salue les performances d'Alevina. Sur un autre point, Cousin se prononce sur la situation des internationaux sans club. Écoutons Daniel Cousin. Je suis super content pour Jim parce que je le suis et je l'ai quelquefois au téléphone qui continue sa progression et voilà, de toute façon, quand je l'ai fait venir en équipe nationale, j'ai vu tout de suite qu'il avait un potentiel pour jouer au-dessus et voilà, maintenant il confirme. Je sais qu'il y a des clubs de Ligue 1 qui sont intéressés par lui, donc j'espère qu'il va continuer et surtout aider l'équipe nationale. Et je pense que Jim Alevina, il peut largement évoluer en Ligue 1. Il a encore une marge de progression. Je pense que ça serait bien qu'il reste encore 1 ou 2 ans en Ligue 2, mais il a toutes les qualités pour s'affirmer en Ligue 1. Par rapport aux internationaux qui sont sans club, écoutez, ça fait partie du métier. Hein. Ça sera pas facile pour le coach, mais il devra faire avec. Voilà, dans le passé, c'est déjà arrivé à des entraîneurs comme Giresse, par exemple, ou d'autres, même Costa. Donc, c'est des paramètres parfois un peu difficiles à gérer, mais le plus important, c'est de construire une équipe homogène et pouvoir atteindre les objectifs. Cette information pour terminer, alors que plusieurs autres championnats de football européens ont repris, en Afrique plane toujours l'incertitude du retour de nombreuses compétitions. C'est le cas du Gabon. La LINAF, la Ligue nationale de football, souhaite boucler la saison sans aucune date précise. La rumeur persiste sur un retour du National Foot en juillet et août prochain. Au Mali, les instances de football sont pour la reprise également, mais les autorités n'ont toujours pas donné leur accord. Au Sénégal, il n'y a pas de date exacte, mais la Ligue 1 pourrait reprendre ses droits en novembre prochain. C'est plus précis en Tunisie, où les entraînements ont déjà repris. Le retour du championnat tunisien à huis clos est prévu en août prochain. Les nouvelles de sport de Frédéric Nancy Pagna bouclent le journal préparé par la rédaction de Radio Gabon. Nick Jocelyn Fouba, Raymond Savou de Santa Fe et Claudette Théoré assurent la coordination. Je suis Achille Mwanda Moussoti. Restez prudents et respectez les mesures barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.